Yaoundé 6, sous le feu des questions, titre le quotidien Mutation dans sa parution du lundi 11 septembre 2023. Pour le quotidien, l'incendie géant qui a dévoré le siège de cette commune le 8 septembre dernier choque et interroge. L'Indépendant parle de mystère. Le drame est préjudiciable au processus de développement enclenché depuis quelques années dans cette municipalité. Également dans l'actualité cette semaine, le fonctionnement de la sous-région passé en revue au Palais de l'Unité. Cameroun Tribune parle d'une concertation permanente entre le Cameroun et la République centrafricaine. Le président Faustin Archange Touadéra, président en exercice de la CEMAC, s'est entretenu avec le chef de l'État camerounais, Paul Biya. Au centre des échanges, la santé de la sous-région notamment, la situation politique au Gabon. Le Crayon Info présente les coulisses d'une rencontre avisée avec un sage africain. En fêtant la presse cette semaine, la victoire des Lions indomptables sur le Burundi est inscrite en majuscule. 3 coups de griffe qui ouvrent la porte de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun en terre ivoirienne, souligne le jour. Grâce aux réalisations de Mbemo, Wo et Aboubakar, le Cameroun étire le Burundi. C'est la victoire du mental, selon le journal Le Drapeau. Abidjan, on arrive, annonce le messager. En attendant le coup d'envoi de la compétition, Breaking News rend un vibrant hommage à un André Onana des grands soirs. Le tableau est donc complet pour Cameroun Tribune, qui note que les 24 équipes qualifiées pour la CAN prévue du 13 janvier au 11 février 2024 sont toutes connues. Merci pour cette revue de la presse qui nous permet d'avoir un aperçu général de l'actualité développée cette semaine dans les journaux. Mais dans le cadre de cette émission, nous parlons d'une situation que vous connaissez très bien, la pêche artisanale à Kribi. Dans la trajectoire de la vision du chef de l'État qui voudrait que Kribi soit dans les jours à venir un pôle de développement, un centre commercial, un grand centre commercial pour la zone de l'Afrique centrale, disons un pôle de développement, un pôle d'excellence pour la promotion de l'intégration sous-régionale. Nous sommes à Kribi pour voir exactement si les acteurs qui doivent accompagner ou matérialiser cette vision sont dans la même perspective, est-ce qu'ils sont dans le même schéma. Et ce soir, nous enregistrons cette de presse à Kribi avec des personnes qui travaillent dans le cadre de dans le domaine de la pêche artisanale. Nous avons à ma droite Madame Sintiche Amara. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Merci d'être là. Vous êtes revendeuse de poissons à Kribi. Oui, je suis revendeuse de poissons à Kribi. Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout au débarcadère de Mbouamanga. Qu'est-ce que ça veut dire revendeuse? Revendeuse, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire quand le pêcheur sort de la mer, moi j'achète pour revendre. Donc à mon niveau, c'est déjà la deuxième. Oui, c'est mon métier. Merci d'être là, madame. Nous pensons que vous allez nous accompagner pendant cet échange. Et tout à côté de moi, j'ai Faustin Divaï Malobé. Bonsoir. Bonsoir, Séverin. Merci d'être là, Faustin. Vous êtes le président de l'association des pêcheurs du débarcadère de Mbouamanga. Bien évidemment. Ce débarcadère, c'est lui qui a été créé en 2006, avec la coopération japonaise, c'est cela? Effectivement, en 2006. Et maintenant, l'organisation des pêcheurs, ça se passe bien aussi? Oui, vous savez, Séverin, cette question est très intéressante parce que ça n'a pas été facile en 2006, lorsque ce débarcadère était dans le projet d'être mis en place. Il fallait déjà avoir des personnes qui comprennent ce que c'est que la pêche. Et c'est pourquoi immédiatement nous avons pensé à mettre sur pied une organisation immédiatement, parce que sachant déjà ce qui était de la pêche, il a bien fallu que nous soyons bien organisés, structurés dans une organisation. C'est un peu ça. Merci Faustin, merci d'être là. Je continue la présentation, cette fois avec Richard Botetemé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Séverin. Vous êtes pêcheur également? Oui, je suis pêcheur débarcadère de Mbouamanga. Alors, il y a quelques semaines, la mer était en furie. On a vu les dégâts que cela a pu causer. Vous avez continué votre activité? Pas du tout, puisque lorsque la mer est franchement furieuse, aucun pêcheur ne peut franchir. Puisque l'état de la mer ne nous permet pas d'accéder. Raison pour laquelle ça fait pratiquement 2 semaines, les pêcheurs n'y vont pas. Un manque à gagner pour votre activité? Beaucoup de manque à gagner, non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la population de Kribi, parce que vous-même, vous savez que c'est les pêcheurs qui font la force de la pêche de cette activité. On va parler de cette activité justement. Et enfin, nous avons Landry Tchagadigui. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Ali Gambélé. Merci d'être là. Vous êtes journaliste à Kribi FM. C'est ça. Merci de nous avoir honorés avec cette invitation. C'est moi qui vous dis merci. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui prenez la peine de regarder cette émission chaque dimanche soir. Bientôt, on entre donc dans la grande saison, la saison qui permettra aux consommateurs de poissons, peut-être cette fois-là, de sortir des difficultés que nous avons vécues il y a quelques jours. Et il faut dire qu'à Kribi, au-delà de l'installation des structures, des grosses structures comme le port autonome, comme la zone industrielle qui est annoncée, comme les entreprises qui vont s'occuper de l'extraction du minerai de fer et bien d'autres, il y a la pêche artisanale qui constitue l'activité principale de la population d'ici. Et c'est pour cela que nous invitons ce sujet, nous convoquons ce sujet-là dans le cadre de l'échange avec Scène de Presse. Alors, je voudrais savoir aujourd'hui, c'est une activité qui se porte bien, parce qu'on sait que Kribi n'est plus Kribi des années 80. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Cette activité, ça se passe comme vous le souhaitez. Landry, vous qui êtes sur place, comment vivent les populations de cette activité-là? Merci pour la question. Il faut dire qu'aujourd'hui que le secteur de la pêche artisanale est un secteur qui a perdu, n'est-ce pas, de sa valeur. Voilà. C'est un secteur aujourd'hui qui n'intéresse plus beaucoup. Et pour quelle raison? Simplement pour la raison, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que parce que les jeunes, dans la grande majorité, ne trouvent plus beaucoup d'intérêt à s'adonner à cette activité-là. C'est une activité qui, vous l'avez dit dans le temps, a été le fleuron de l'économie locale. C'est une activité qui portait... C'est normal qu'il y ait eu basculement parce que quand les industries viennent s'installer, on n'est pas obligé de travailler et avoir de l'argent aisément. Effectivement, voilà pourquoi je disais qu'aujourd'hui les jeunes ont axé leur, n'est-ce pas, intérêt sur d'autres secteurs d'activité. On a aujourd'hui les métiers de la mer qui sont très développés avec l'arrivée du port autonome de Kribi. On a les métiers des services. Vous savez aussi qu'avec le degré, le niveau, n'est-ce pas, de scolarisation, de plus en plus de personnes se sont faites former et ont embrassé d'autres métiers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le secteur de la pêche a un peu été délaissé, d'abord par sa main d'œuvre, ensuite, on va le dire, par les pouvoirs publics. C'est un secteur qui mérite qu'on lui donne ses lettres de noblesse. Madame Amara, vous avez choisi d'être dans le secteur de la vente du poisson, c'est cela, vous attendez que les pêcheurs arrivent, vous vendez. Pourquoi vous y restez? Ça vous fait vivre? Oui, ce métier me fait vivre. Ce métier, enfants à l'école. Donc grâce à ce métier, je parviens quand même à subvenir aux besoins de la famille. Donc c'est un métier vraiment que d'autres sous-estiment, d'autres, je vais dire comment, minimisent. Mais nous gagnons notre pain derrière ça. Donc c'est un métier vraiment qui nous aide. Qui nous aide. Faustin, vous êtes organisé en association pour mener cette activité. Vous trouvez la satisfaction attendue? C'est vraiment écouter. Vous savez, moi je pense que le travail est égal au travail. Je vous ai dit dès mon ensemble que ce n'a pas été facile pour nous déjà de visualiser une certaine organisation au niveau de la pêche. Si nous avons déjà pensé à faire cette organisation, c'est parce que la pêche est un métier noble. Dire le contraire de ce que mon frère vient de dire, le métier de la pêche n'est pas en train de disparaître parce qu'un certain développement, le port et tout ce que ça consiste est en train d'arriver. Au contraire, mais la pêche... Quand on est à Kribi, on n'a plus suffisamment de poissons comme avant. On s'est dit que... Non, c'est le sens de son intervention. Non, nous n'avons pas baissé les gardes. Vous savez, la pêche est un métier traditionnel, purement traditionnel, je vais le dire ainsi, parce que c'est une transmission de génération en génération. Donc, d'office, la pêche est un métier qui ne peut pas mourir. Ce sont les formes de la pêche qui ont essayé de changer.
Et aujourd'hui, le combat que nous menons sur le terrain, c'est de faire savoir à nos jeunes frères de s'intéresser à ce métier. Parce que ce métier, je pourrais vous assurer, fait vivre son nom. Mais la difficulté, vous l'avez énoncé tout à l'heure, quelles sont les difficultés que nous avons surtout sur le prix du poisson? Comme acteur de terrain, c'est une activité dans ce champ d'industrialisation de Kribi? Bien sûr, monsieur, parce que de toute franchise, la pêche, c'est une activité comme tous les autres. Puisque ça nous fait vivre, ça envoie nos enfants à l'école. Non seulement nous-mêmes, les populations ont besoin aussi du poisson. Donc nous, on aimerait franchement que ça vive très bien et que ça continue. Pour le moment, ça ne vit pas. Pour le moment, ça vit, mais selon l'état de la mer, ça a un peu baissé, puisqu'on est en train d'attendre la saison. Alors, je voudrais que nous soyons vrais envers nous-mêmes et envers ceux qui nous regardent. La pêche doit continuer à vivre, peut-être sous la forme artisanale, peut-être on doit se mettre à jour par rapport aux ambitions, par rapport à la vision qui est faite pour Kribi. Mais on constate que tout au bord de la mer, le poisson devient la chose la plus difficile à avoir à Kribi. Si ce n'est pas sa rareté en tant qu'aliment, son prix n'est plus à la portée de tout le monde. Comment on peut justifier cela? Et ça peut, je ne sais pas si vous en êtes conscient, ça peut vous faire perdre même la clientèle. Kribi accueille de nombreux touristes, mais quand on leur dit le coût de la vie est élevé, ils peuvent ne plus venir. Qu'est-ce qui justifie la rareté du poisson à Kribi alors qu'il y a cette pêche? Vous dites que c'est l'activité-là. Qu'est-ce qui justifie la hausse parfois exagérée des prix? Voilà, on va dire, pour répondre à cette question, qu'il y a plusieurs facteurs qu'on peut énumérer pour justifier la rareté ou la cherté des produits de mer à Kribi. Il y a ce que nous avons évoqué au départ, c'est-à-dire que la main-d'œuvre est, de notre point de vue, aujourd'hui quasiment insuffisante, c'est-à-dire que de plus en plus de jeunes se désintéressent à la pratique de ce métier. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est la loi de l'offre et de la demande. Kribi, aujourd'hui, c'est une ville en pleine expansion du point de vue démographique, ce qui fait que, au lieu que le nombre de pêcheurs, au lieu que la production augmente, elle a régressé et la demande a explosé. Ce qui fait que, naturellement, sur le marché, pour respecter ces lois, les revendeuses, heureusement on en a une ici, n'est-ce pas, essayent un peu de surfer sur cette vague pour se faire aussi des bénéfices. Et puis, le troisième facteur aujourd'hui, c'est un facteur qui a trait à ce que les pêcheurs appellent le changement climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on pouvait trouver du poisson il y a 10 ans à 20 brasses, pour le trouver aujourd'hui, il faut aller un peu plus en profondeur, un peu plus en haute mer. Je parle sous le contrôle des pêcheurs qui sont sur ce plateau. Il y a 10 ans, par exemple, lorsque les pêcheurs allaient en mer, ils faisaient ce qu'on appelle dans le jargon local aller-retour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils allaient à 4 heures pour rentrer à 8 heures du matin et ils ramenaient une grande quantité. Aujourd'hui, la même quantité pour l'avoir sur le marché, il faut aller le mercredi et revenir le vendredi. Vous comprenez qu'il faut tripler d'efforts quasiment pour avoir la même quantité. Donc il y a ce facteur-là de changement climatique, de grands changements au niveau, n'est-ce pas, des maritimes, des courants marins. Je ne sais pas comment les scientifiques peuvent expliquer ça, mais il y a cela qui crée cette rareté de poissons et qui, n'est-ce pas, a une incidence sur le prix. Je voudrais entendre les pêcheurs sur cette question-là. Oui, je voudrais intervenir sur la rareté du poisson et le prix qui, d'un trait, a augmenté. Je voudrais signaler ici, il faudrait que le public le sache. La pêche est axée sur 3 principaux points. Les saisons, les périodes. Ça, il faudrait le noter très bien aujourd'hui ici, nous avons cette occasion. La pêche est axée sur 3 points. La période, l'équipage et le marché. Voilà les 3 axes qui font la pêche. Qu'est-ce qui se passe pour la période? Pour la période, le public doit le savoir qu'il y a la bonne période, comme celle que nous attendons très prochainement.
il y a la moyenne période et la mauvaise. Peut-être qu'il faut dire aux téléspectateurs, parce que si je dois venir à Kribi, je veux manger du poisson, il faut choisir la bonne période pour venir à Kribi. Il faut choisir la bonne période. Et c'est laquelle? La bonne période, c'est la période qui va du mois d'août, fin du mois d'août, au mois de décembre, où on peut trouver du poisson à un prix abordable. Après ce mois de décembre, nous entrons à ce que nous appelons ici la moyenne saison. Le poisson se fait rare, mais subitement, il y a des moments où le poisson se fait voir à la moyenne saison. Et du coup, vous vivez aujourd'hui, vous êtes arrivé à Kribi, vous avez besoin de manger du poisson. Du coup, si vous allez vers le marché de poissons, vous allez constater que le prix est assez haut. C'est parce que la période-ci, normalement, nous ne devions pas. Les pêcheurs, je le dis constamment lorsque je tiens des réunions avec eux, cette période est une période où les pêcheurs doivent prendre du temps. Examiner très bien leur devenir à cette période. C'est pourquoi vous voyez maintenant, la mer est très furieuse. Cette période, nous devions rester à la maison, attendre. Alors, qu'est-ce qui explique, vous parlez de bonne période, Oui. fin du mois d'août, décembre. Pourquoi c'est la bonne période? Parce qu'il est sûr et certain que selon tout ce que nous vivons à la pêche, nous avons toujours été bénéficiaires de la production à cette période-là. Nous analysons, c'est la meilleure des périodes. C'est de manière mystique ou ce n'est pas de manière mystique. Ce n'est pas de manière mystique. Je ne parlerai pas de mysticisme ici, mais je parlerai des saisons naturelles. Ça, il faudrait le savoir. Oui, Richard. Oui, monsieur Séverin, cette saison, normalement, la bonne saison, c'est la saison pluvieuse, puisque lorsqu'il y a abondamment d'eau, il y a aussi abondamment de poissons. Donc la bonne saison, c'est ça. À partir de la fin du mois d'août jusqu'en décembre, comme le président vient de numérer tout à l'heure, c'est la bonne saison. Là, parfois, le poisson chute. Il y a le moment où le poisson coûte 1500, 2000 francs le kilo. À la moyenne saison, ça peut aller à 3500, 4000. Et à la mauvaise saison, parfois 5000, 7000, parce que les prises ne sont pas bonnes. Nous qui partons à la pêche, un exemple, je ramène 10 kilos de poisson. Si je vends à 1500, franchement, je n'aurai même pas les dépenses pour repartir à mer. Puisqu'on achète le carburant, il y a beaucoup des accessoires qu'on achète pour partir. Raison pour laquelle vous constatez que à la bonne saison, il y a plus de poissons et ça revient aussi moins cher. À la moyenne saison, c'est passable. À la mauvaise saison, c'est pire. Donc, c'est ça exactement les périodes de la pêche. Alors, le reproche qui est souvent fait aux revendeuses, parce qu'on estime qu'en réalité, c'est vous qui êtes la cause principale des prix élevés, des prix d'achat du poisson à Kribi. Ce reproche-là, il n'est pas fondé? Non, 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 il n'est pas fondé du tout. Parce que je voudrais encore ajouter un peu d'eau dans le vase du président qui disait les saisons. Mais on peut dire on parle des saisons. On peut dire que vous avez la même opinion parce que vous appartenez à une chaîne. Il va chercher du poisson, il vient vous donner, vous revendez et l'argent repart chez lui. Donc c'est normal que vous ayez la même position. Écoutez-moi un peu. Mais pour le consommateur du poisson que nous sommes, nous voulons comprendre. Le consommateur doit comprendre que dans tout métier, il y a ce qu'on appelle les saisons. Même dans l'agriculture, il y a les saisons. Il y a les saisons où la tomate coûte exagérément cher. Ce n'est pas seulement le poisson. Donc, le consommateur doit comprendre que le problème, ce n'est pas la revendeuse. Le problème, c'est la saison. Parce que la revendeuse, moi, je parle en tant que revendeuse. Moi, quand le poisson arrive, par exemple, la mauvaise saison que nous sommes en train de traverser, le pêcheur sort de la mer, peut-être avec son poisson, il le vend à 5 000. Quand moi, je l'achète à 5 000, je vais aussi chercher peut-être 500 francs ou 1000 francs, ça dépend. Donc, du coup, je vais le revendre à 5 500. Le président a dit, pendant ce qu'il appelle les mauvaises périodes, le pêcheur doit prendre le temps de se régénérer, de se ressourcer. Pourquoi la revendeuse ne se dit pas, non, il ne faut pas vendre plus cher, il ne faut pas provoquer la spéculation, parce que ça crée un problème, et s'abstenir? La revendeuse, pour s'abstenir, il faut que le pêcheur s'abstienne d'abord. Il faut qu'il s'abstienne d'abord, parce que si le pêcheur ne va pas en mer, la revendeuse n'aura pas de poisson. Je pense que c'est clair. Mais tant que le pêcheur a le poisson, la revendeuse aura le poisson. Et si la revendeuse achète son poisson cher, automatiquement, elle va le revendre cher. Mais pas comme les gens pensent que c'est nous qui tuons le marché. Non, 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 non. Comprenons tout simplement qu'il y a des saisons, comme maintenant nous sommes en train
poisson. Le bar qui a coûté 7000 francs hier. Moi, je suis en train. Donc, déjà, nous sommes déjà en train d'aller vers la bonne saison. Ce n'est pas le problème de la revendeuse, c'est le problème de la saison. Oui, monsieur Aligambele, je voudrais apporter une précision pour dire que, au-delà de ce que mon co-panéliste a évoqué, c'est-à-dire le facteur des saisons, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une réelle difficulté à satisfaire la demande. Et cette difficulté-là, elle est due, comme je l'ai évoqué dans mon propos précédent, à plusieurs facteurs, comme je disais. Il y a cette rareté de la main-d'œuvre, et il y a cette difficulté des pêcheurs à faire de bonnes prises. Je parle sous le contrôle du président une fois de plus. Aujourd'hui, pour avoir du poisson... Mais lui, il évacue cet argument, il pense que c'est plutôt... Il faut s'en tenir aux régions, aux périodes qui sont bonnes. L'argument que je vais avancer tout de suite va peut-être, n'est-ce pas, le conforter. Pour avoir du poisson aujourd'hui, où est-ce que les pêcheurs vont quand ils vont du débarcadère de Mboa-Manga, qui est le point de chute, le point de départ pour tout le monde, pour la haute mer, où est-ce qu'ils vont? Certains vont à l'embouchure d'une thème, à Campo, d'autres vont à l'embouchure de la Lokunje vers les Batangais. Il faut dire qu'au large même de Kribi, à quelques brasses autour de nous, il n'y a presque plus de prise. Et ça, c'est un problème fondamental. Alors que si on revient quelques années avant, les pêcheurs allaient juste ici au large, là où on a aujourd'hui des plateformes pétrolières et tout, et faisaient de bonnes prises et les ramenaient. Et pourquoi il n'y aurait pas de prise à Kribi même, au large de Kribi? Pourquoi? Exactement, le problème des plateformes pétrolifères est un problème que depuis le large de Kribi, il est devenu pour le pêcheur cribien d'accéder à ces zones. Vous savez, avec ce que c'est les installations pétrolières, mais ce sont des zones qui regorgent du poisson. Et il est temps pour nous de plaider, d'en parler aujourd'hui. Comme il a su bien dire, il faudrait éventuellement mettre assez d'énergie pour aller capturer le poisson qu'on capturait encore hier au large de Kribi à des centaines de kilomètres. Ce qui fait qu'à notre niveau, certains pêcheurs ne parviennent pas à supporter ce détachement subit. Nous implorons la gratitude à nos forces d'État d'essayer de regarder sur ce point. Il y a bien du poisson au large de Kribi. Vous ne demandez pas à l'État de mettre fin à l'activité de ces entreprises qui exploitent le pétrole parce que ces entreprises font fonctionner l'économie. C'est peut-être à vous de vous organiser, aux pêcheurs, aux revendeurs, de vous organiser pour que votre activité soit rentable. Justement, M. Séverin, justement, nous sommes en train de travailler dessus. Présentement, nous sommes en train de travailler dans l'optique d'aller vers les autorités compétentes pour essayer d'en discuter. Parce que exactement le problème à Kribi aujourd'hui, c'est que les zones contrôlées, les zones protégées ne sont pas balisées. Nous avons des promesses de balises, mais jamais nous n'avons vu des balises. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le pêcheur, pour tenir au minimum sa vie, est obligé d'aller loin, le plus loin possible, pour éviter vraiment la confrontation avec les hommes en tenue, pour dire demain que c'est à Kribi que le respect des zones interdites n'a pas été respecté. Nous évitons cela. D'ailleurs, nous ne voulons même pas que cela arrive un jour. C'est pourquoi nous tenons constamment des réunions avec nos frères pour leur dire davantage que ces zones sont interdites pour le moment. Nous allons subir les dépenses énormes. Parce que vous voyez, aujourd'hui, nous parlons de la rareté de poissons. Mon frère l'a bien dit. Il faudrait débourser au minimum pour aller faire une partie de pêche. Il faudrait débourser la somme de 150 000 francs de charge. Est-ce que le problème de la pêche artisanale à Kribi, ce n'est pas un problème d'organisation des acteurs? Est-ce que l'activité n'est pas aussi rentable que vous le souhaitez parce que vous n'êtes pas suffisamment organisé, les revendeuses, peut-être moins les pêcheurs? Est-ce que ce n'est pas un problème d'organisation? Une organisation, pour le moins, qui ne tient pas compte de l'évolution de la ville? Je crois que vous entrez là dans le nœud du problème. Il faudrait qu'aujourd'hui le secteur de la pêche artisanale pense effectivement à changer de paradigme, pense à se réinventer, à se restructurer
pour affronter les défis qui sont les siens. C'est un secteur, je suis d'accord, qui ne peut pas mourir. La pêche artisanale, même dans les pays les plus développés du monde, elle existe. Mais seulement, à Kribi, il faut comprendre qu'aujourd'hui que les méthodes que pratiquent nos frères pêcheurs sont tellement dépassées qu'ils ne parviennent même plus à rentrer dans leurs dépenses. Il a évoqué tout à l'heure des frais à hauteur de 150 000 francs qu'il faut débourser en termes de vision, en termes de carburant, en termes de... Cela se voit aussi à travers les engins de pêche. Voilà. Cela se voit à travers des engins de pêche. Aujourd'hui, on ne peut pas penser, alors que nous sommes à la croisée des chemins, qu'on pratique encore cette pêche avec des pirogues, où il faut enlever de l'eau à l'aide d'un récipient. Ça veut dire que pour leur bien même, ils doivent essayer de se réinventer, essayer de s'adapter aux méthodes nouvelles, aux méthodes modernes de pêche artisanale certes, mais de pêche moderne. C'est-à-dire avoir des embarcations dignes de ce nom, avoir des filets qui vont dans l'eau à l'aide d'une force motrice, éviter, n'est-ce pas, de tout faire à la main, plus on travaille de manière archaïque, plus on a de la peine à être, n'est-ce pas, à valoriser et à être rentable dans son secteur. Madame Amara, est-ce que vous ne faites pas face à un problème d'organisation? C'est parce que vous n'êtes pas très bien organisé. Vous n'arrivez pas à inverser la tendance des prix que vous imposent les pêcheurs. Vous êtes obligé de subir et de faire subir à nous autres consommateurs du poisson. Est-ce que les revendeuses que vous êtes suffisamment organisés? Est-ce que vous pensez pouvoir changer parce que la vie change? Oui, je veux dire, hier, nous n'étions pas organisés parce que de temps en temps, nous avons des gens qui nous suivent, qui nous ont demandé de nous organiser et de travailler en communion parce qu'on a constaté que nous travaillons, je veux dire comment, individuellement. Et si nous travaillons individuellement, nous n'allons pas arriver au bout parce que nous n'allons pas arriver à satisfaire, je veux dire quoi, les clients. En 2006, quand on créait le débarcadère, c'était un peu dans ce sens-là aussi que vous puissiez avoir un cadre organisé. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire des efforts de s'organiser. Moi, par exemple, qui vous parle, je suis présidente d'un GIC, ce qu'il n'y a pas eu hier, mais aujourd'hui, nous fonctionnons déjà avec des GIC. Donc, nous voulons croire que d'ici 2 ou 3 ans, les choses ne seront plus telles qu'elles sont aujourd'hui, que ça sera peut-être plus modernisé et que peut-être nos clients seront satisfaits. Richard, il faut aller en groupe, il faut être seul. Est-ce que votre activité est suffisamment organisée? Monsieur Séverin, pour commencer, franchement, j'aimerais d'abord m'appliquer vers la revendeuse. Lorsque le poisson coûte cher, il y a beaucoup de paramètres. Le matériel est devenu tellement cher que beaucoup de pêcheurs n'ont même pas possibilité d'avoir. Mais vous changez d'activité, non? Pourquoi est-ce que vous restez dans une activité? Nous ne pouvons pas changer d'activité parce que non seulement nous sommes nés là, nous ne sommes pas allés à l'école pour être journalistes comme vous ou bien quoi que ce soit. Nous sommes dans la pêche, nous sommes nés dans ça. On n'a pas assez de moyens. Lorsqu'il faut peut-être envoyer un programme, le moteur tout simplement coûte dans les 2 millions. Quelqu'un qui est au village aura 2 millions ou le plomb, 200 francs. Et vous voulez faire subir ça à ceux qui consomment, ceux qui ont besoin de consommer du poisson? Quelle est la faute? Ils vont seulement subir parce que nous-mêmes, on n'a pas les moyens d'aller un peu plus loin. Si on avait le matériel, que tous les pêcheurs ont le matériel, il devait avoir plus d'offres et tout le monde devait être un peu plus à l'aise. Richard, c'est une activité privée. Quand vous prenez l'engagement de mener cette activité-là, vous devez mobiliser tous les moyens nécessaires pour qu'elle soit rentable pour vous. Maintenant, vous vous engagez et vous attendez qu'après, que ce soit les autres maillons de la chaîne qui vous viennent en aide. Non, raison pour laquelle je veux dire que ceux qui sont prêts sont obligés de faire comme ils veulent, puisque d'abord pour avoir le matériel c'est difficile et en plus pour envoyer la programme c'est difficile. Quand on se rend compte que rien que les charges de la pro vont à 150 000 francs pour envoyer une programme,
quand ils reviennent avec une production qui est moins de 150 000, automatiquement, ils vont hausser le prix pour se rattraper vers les charges. Je pense que c'est ça, monsieur Sévérin. Monsieur Sévérin, je voudrais rajouter quelque chose. Vous savez, l'objectif de la pêche, c'est de faire vivre la ménagère. Ça, c'est quelque chose que nous devons retenir. La ménagère, lorsqu'elle se tourne vers nous, il faudrait qu'elle soit satisfaite. Mais elle n'est pas toujours satisfaite parce que d'abord, le poisson se fait rare. En plus, les prix sont élevés. Oui, le poisson se fait rare. Soit du fait des revendeuses, soit non, du non, non, fait non, non. des... Les revendeuses n'ont rien à y voir. Les revendeurs n'ont rien à y voir dedans. Alors c'est vous qui faites monter les prix. Je dirais non. Le poisson, il y a un problème sur le poisson. Beaucoup de gens se sont focalisés sur manger le bar. Le bar aujourd'hui fait le larron. Il est la pièce maîtresse dans la consommation de la ménagère. Par contre, à côté du bar, il y a des poissons qui coûtent moins cher. Tous, c'est des poissons frais, pêchés dans l'océan. Mais c'est le choix des consommateurs. Mais le choix de consommation fait la demande à l'offre. Je vous assure, avec le développement dans la ville de Kribi, je vous dis, ce n'est pas le pêcheur qui fait monter le prix. Il y a des moments où, lorsque le client est devant toi, il se trouve confronté à un autre client. Il n'y a pas de la spéculation là-dedans. Vous avez l'habitude de faire des enquêtes dans ce domaine-là, dans vos reportages. Oui, effectivement, on va dire que à côté des personnes de bonne foi, comme celles qui sont sur ce plateau, il y a effectivement celles que nous avons souvent rencontrées au cours des reportages, des enquêtes. Et nous nous sommes effectivement souvent rendus compte que des personnes dissimulaient des quantités de poissons pour les ressortir quand... Ils provoquent la pénurie. La pénurie. Ouais, ils provoquent la pénurie pour par la suite faire de gros bénéfices. Et ça, c'est d'un. Et je voudrais aussi embrayer sur les paroles du président pour dire que aujourd'hui, il est question même déjà de se poser la question de savoir quel est le consommateur final du produit de pêche. Parce que, il faut le dire ainsi, les produits de pêche à Kribi aujourd'hui ne sont plus des denrées que tout le monde peut acquérir facilement. Ce sont des produits... Ça devient des produits de luxe. Ce sont des produits de luxe. Le poisson de mer à Kribi aujourd'hui est devenu un produit de luxe. Parce que c'est pas toutes les bourses, tous les bourses ne peuvent pas souffrir le plaisir. Et dans l'imagerie populaire, ça devient un produit de luxe du fait de ceux qui pêchent, du fait de ceux qui revendent. C'est un produit de luxe du fait de tous ces facteurs-là. Au-delà de ceux qui pêchent, au-delà des revendeuses, on a évoqué d'autres facteurs exogènes. C'est-à-dire que le fait que le pêcheur aille en mer et ne puisse pas accéder à certaines zones, c'est déjà un problème. Le fait que le matériel de pêche qui, il y a quelques années, pouvait s'acquérir un peu plus, à un prix un peu plus bas, est aujourd'hui connu une envolée. Du fait de la conjoncture internationale, c'est un deuxième problème. Du fait que les prix des carburants, même soient passés un peu plus à la hausse, c'est un autre problème. Du fait que la demande, l'équilibre entre l'offre et la demande ne soit plus très stable, voilà un autre problème. Donc il y a, n'est-ce pas, tous ces facteurs-là qui font qu'aujourd'hui, les produits de mer qui, il y a plusieurs années, étaient des produits accessibles à toutes les bourses, sont devenus aujourd'hui à Kribi des produits de luxe. Parce que aller au débarcadère de Mboa-Manga ou sur toutes les autres plages, moi je suis contre, enfin je vais m'inscrire en faux sur le fait qu'il y ait des saisons où on puisse retrouver du poisson à profusion et à tous les prix. Non, c'est faux. Vous n'aurez plus jamais à Kribi le prix du bar à moins de 2500 francs. Quel que soit, peu importe la saison, vous ne l'aurez plus à moins de 200. Et ça, c'est un problème parce qu'il s'agit là d'un produit que tous les Camerounais, que tous les ménages ne peuvent plus souffrir. Et maintenant, il est question de trouver des solutions pour pallier à cela. Quand on dit le bar à 2500, nous ne pouvons plus en avoir le bar à 2500. Pourquoi? Parce que hier, les gens qui vendaient ce bar à 2500, ce sont des gens qui allaient en mer avec la pirogue, je vais dire comment, la pagaie. Ils utilisaient les pagaies dont ils ramaient. Ils n'avaient pas de moteur. Donc du coup, ils ne faisaient pas de grandes dépenses. Mais aujourd'hui, pour envoyer une pirogue en mer, c'est des dépenses comme le président l'a souligné. Donc si vous dépensez peut-être
150 000 pour envoyer votre pirogue à mer et que cette même pirogue vous ramène, disons, 20 kilos de bar. Vous n'allez pas vous retrouver en train de vendre ce kilo de bar à 2500. 2520 kilos, c'est 50 000. Alors que vous avez fait les dépenses de 150 000 pour envoyer votre pirogue en mer. Alors, du coup, le bar ne peut plus coûter 2500. Mais l'année passée, président, en octobre, le bar a coûté 2500 parce que moi, j'ai fait des expéditions. J'en ai fait à 2800. Donc, je prenais à 2500, j'envoyais à 2800. Donc, il y a des moments, comme lui disait, il disait qu'il contredisait un peu le fait qu'on lui disait qu'il y a des périodes. Le poisson, quand on parle du poisson, à Kribi, on parle plus du bar. On parle plus du bar. Donc, le bar peut coûter 2500 quand il y a vraiment la production. Un exemple très simple. Dans un débarcadère comme Boamanga, s'il y a 50 pirogues et que tous les 50 pirogues, chaque pirogue ramène 10 kilos de poisson, vous voyez que la demande est tellement énorme. Même si c'est qui, vous serez obligé d'hausser un peu le prix pour satisfaire ta production, pour satisfaire tes dépenses. C'est à peu près ça. On n'a pas beaucoup de pirogues, d'abord des débarcadères. Il nous faut beaucoup de moyens. Pour avoir une pirogue, ce n'est pas moins de 4 millions de francs. Un pauvre comme moi, j'aurais ça pour acheter une pirogue. Il y a les pêcheurs qui chôment parce qu'ils n'ont pas les moyens pour aller en mer. Ils sont obligés de faire les tours. L'autre vient, l'autre repart parce qu'il n'y a pas assez de moyens, M. Sévère. Nous allons prendre ce qui a fait l'actualité cette semaine, les maillons phares de l'actualité de cette semaine que nous partageons à travers cet élément. L'histoire du football camerounais vient de s'écrire à nouveau à Garoua avec des supporters qui connaissent le scénario du match. Très serein, nous sommes venus ici pour une victoire des Lions indomptables. Les Lions ont décoché leur ticket de qualification pour la Côte d'Ivoire dans une ambiance électrique. Ces témoins privilégiés ont invoqué la bonne étoile durant tout ce match. Couperet. Les spectateurs acquis à la cause des Lions ont pourtant connu quelques moments de frayeur dans la première partie de cette rencontre. Première phase de mi-temps qui était assez mitigée, mais je crois que pour la suite, ça va aller. La deuxième mi-temps, très enlevée, a permis aux férus du foot venus de tout le septentrion et du Cameroun profond, mais aussi des pays voisins, de se plonger dans l'extase jusqu'au coup de sifflet final. Je quitte Kousseri pour arriver à Garoua. C'est seulement à cause des matchs. Le 3 Bila. Je suis même très content. Une soirée magique et on dit rendez-vous à Abidjan à janvier. Allez les Lions! Ils se réjouissent d'avoir œuvré pour que le Cameroun conforte son statut de favori en Côte d'Ivoire. Nous sommes d'accord que Kribi change de visage. Il changera davantage dans les jours qui viennent. Les industries s'installent, de grands projets sont annoncés. L'activité de la pêche artisanale doit également changer pour rester dans la vision du président de la République qui veut que Kribi soit un véritable pôle de développement. Ce sera la porte d'entrée du Cameroun. Il y a de grands marchés, il y a de grands espaces qui vont s'ouvrir. Maintenant, vous qui êtes autour de cette table, comment amener la pêche artisanale à changer, qu'elle ne soit plus la même pêche que l'on pratique aujourd'hui? Sur quel levier il faut appuyer? Premièrement, je voudrais remercier la vision du chef de l'État, le président de la République, Paul Biya, qui s'est axé à la pêche en général. La vision prochaine de la ville du département de l'Océan est focalisée sur la nouvelle méthodologie de la pêche. Déjà, en tant que président, quoi? Je voudrais ici dire que les pratiques d'hier doivent être revues. Déjà, avec le développement qui arrive à grande vitesse, les pratiques d'hier doivent être revues. C'est pourquoi déjà, président de mon État, j'ai déjà une vision. Il faudrait premièrement que les pêcheurs soient tous identifiés. Que nous sachions, parce que le confrère, le copanéliste l'a dit tout à l'heure, l'activité semble mourir parce que certaines personnes ne s'intéressent pas. Parce qu'elle est plus rentable. Non, moi je ne dirais pas qu'elle est plus rentable. Au contraire, je dirais qu'elle est rentable, M. Sévérin. Mais les frères ne s'intéressent plus.
par rapport à certains éléments. Nous avons des cas de pirates à notre mer, nous subissons beaucoup de traques. Les gens ne s'intéressent plus à investir dans ce secteur. Mais nous pensons bien qu'avec le peu d'organisations que nous mettons sur le pied pour accompagner la vision du chef de l'État, nous visons d'abord, en priorité, de connaître qui est pêcheur, qui s'intéresse réellement à la pêche, à l'activité pêche. Deuxièmement, nous voulons que tous les pêcheurs aient au minimum leur permis de pêche, pour que nous puissions déjà viser haut. S'il y a un plaidoyer, que nous puissions déjà aller auprès des autorités compétentes, présenter l'organisation que nous sommes en train de mettre sur pied, pêcheurs qui sont recensés, pêcheurs qui sont déjà enregistrés à l'État par leur permis de pêche. Par cela, nous pouvons déjà commencer à viser peut-être à avoir un syndicat. Nous visons à avoir un syndicat qui va nous aider à sortir de l'imagination de la pêche pour passer à la réalité de la pêche. Parce que le je pense maire que de la vision... ville parle d'une ville intelligente. Si. C'est un gros projet. Est-ce que la pêche artisanale peut s'inscrire dans ce cadre-là? Vous allez, parce qu'on parle de digitalisation des services, on parle de beaucoup de numérique là-dedans. Vous pensez pouvoir vous hisser à ce niveau? La vente, par exemple, on va désormais peut-être faire la vente en ligne. Est-ce que les revendeurs vont continuer à rester au débarcadère? Est-ce que vous voyez les choses changer? C'est la question que je pose. Les choses changent. Elles ont déjà commencé à changer parce que la majorité de mes ventes, moi, je les fais en ligne. Je les fais en ligne. Ah, comment ça se passe? Expliquez-nous. Donc, ça se passe comment? J'ai, par exemple, des clients qui sont au niveau de Yaoundé, des clients qui sont à Douala, des clients qui sont au nord. Donc, quand ils en ont besoin, ils m'appellent. Ou ils me déposent des messages au niveau de WhatsApp. Comme hier, par exemple, j'ai reçu un message. Saint-Tige, j'ai besoin de 20 kilos. Je ne sais pas. Et moi, je lui dis, le poisson est un peu cher. Il me dit, non, j'ai besoin de 20 kilos. Donc, ce matin, j'ai fait son paquet et je suis allée l'expédier. Et elle a déjà reçu son paquet. Donc, moi, je pense que... Vous êtes dans la perspective de la ville intelligente. C'est très bien, madame. Merci. Oui, Richard. Comme Saint-Tige vient de parler, tout vous ça... allez continuer à considérer la pêche comme un fait culturel, c'est-à-dire que les Batanga et toutes les populations d'ici, les parents ont toujours fait comme ça, nous allons continuer, même si la pêche industrielle se développe à côté de vous. Toute personne a besoin du développement. Quand le développement, tout le monde est content. Je pense que quand il y aura le développement, tout le monde sera très content. Plus particulièrement nous les pêcheurs. Ouais. Voilà, aujourd'hui, le secteur de la pêche doit tout simplement... en fait, c'est le secteur de la pêche qui doit s'arrimer à la vision du chef de l'État, à la vision du développement. Ça, c'est au niveau supra et maintenant au niveau local, à la vision de la Kribi-ville intelligente. Cela doit se faire déjà par l'arrimage de ce secteur au texte et règlement de la République. Il y a des lois qui régissent ce secteur qui ne sont pas très respectées sur le plan local. Lorsqu'il y a des pêcheurs sur ce plateau, il y a un président aussi. Et pour quelles raisons? Il nous dira... Civisme? Pour des raisons d'incivisme certainement, mais pour d'autres raisons aussi, peut-être des raisons économiques et autres. Déjà, est-ce que tout aujourd'hui à Kribi, tous ceux qui font la pêche sont immatriculés comme cela est prévu? Ça, c'est un problème. Maintenant, si on ne remplit pas toutes ces conditions du point de vue du cadre juridique, on ne peut pas s'organiser, peut-être en GIC, pour bénéficier des soutiens ou alors des appuis du gouvernement. Parce qu'effectivement, ce secteur aujourd'hui qui suffoque, ça il faut le dire ainsi, ne peut s'en sortir qu'avec l'aide de l'État. Mais avant, pour que cette aide arrive à ce secteur, pour que cette aide lui soit bénéfique, il faut que le secteur lui-même fasse son sursaut d'orgueil, se prenne des gens en charge, déjà en s'arrimant aux lois, en s'arrimant au règlement, en s'arrimant à tout ce qui est demandé pour, n'est-ce pas, aux armateurs pour pouvoir exercer. Et ainsi, je pense qu'on pourra avoir sur le plan local des GIC qui pourront acquérir avec une force financière certaine des équipements un peu plus modernes qui leur permettent de pratiquer la pêche. Parce qu'on a certainement fait fi de ce détail, M. Aligambélé. Le secteur de la pêche locale aussi et de la pêche artisanale subit la concurrence
des armateurs étrangers. Ça, il faut le dire, chinois notamment. Il y a une pêche, une pêche industrielle qui se fait dans nos eaux, de manière illégale, et qui fait subir à nos pêcheurs locaux, n'est-ce pas, des pertes énormes. Parce que ces armateurs étrangers ne fonctionnent pas comme la loi le permet. Imaginez-vous qu'on ait un armateur chinois qui balaie tout sur son passage, qui prenne toutes les espèces jusqu'au tout petit, qui ne permettent pas aux espèces de se régénérer. Ça pose un problème et ça crée également la rareté du poisson. Donc c'est un côté où il faudrait aussi se pencher certainement du côté de ceux qui font appliquer la loi pour éviter que cette pêche illégale-là ne prenne le dessus et ne fasse mourir notre pêche artisanale. Et pour ajouter, la pêche illégale dérange même beaucoup la pêche artisanale. Puisque ces chaloutiers-là, les bateaux chinois, ramassent tous les filets des pêcheurs, ils partent avec. Décidément, on rentre sans filet dans les Parce que vous ne voulez pas changer, savoir qu'il y a la concurrence, même si elle est déloyale, il y a quand même la concurrence. Est-ce qu'on va faire la concurrence avec les bateaux, M. El Gambeli? Puisque nous n'avons que des petits pirogues. Quand un gros bateau vient, il va tout simplement ramasser ton filet et pas avec. Là, tu rentres à la maison, bois ballon. Franchement, il faut voir cette pêche illégale que les Chinois nous dérangent ici dans le département. Oui, Séverin, je voudrais revenir aussi sur ce problème-là qui est très éminent. Moi, j'ai eu la chance de prendre part à un atelier des nouvelles lois concernant la pêche artisanale au Cameroun. La pêche en général. On a évoqué à grande ligne ce problème entre la pêche industrielle et la pêche artisanale. Aujourd'hui, nous sommes tellement menacés par les industriels. Mais le problème au ressort de cela, il a été dit que la pêche, vous l'avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure, la pêche sera digitalisée en général. Elle sera digitalisée. Là, on pourra arbitrer qui est dans la zone de l'autre pour que nous essayons de passer sur ce problème. Je pense que la nouvelle loi qui arrive va nous aider peut-être à mieux nous organiser dans le futur. Est-ce que l'activité de pêche artisanale dans l'océan bénéficie de l'accompagnement de l'élite locale, de l'accompagnement de ceux qui ont les moyens pour vous aider à faire ce que vous voulez faire? Madame Amara. Moi, je vais... On s'est dit, vous avez cherché de l'argent, donc continuez à chercher votre argent. Ça, c'est un problème, surtout au niveau des revendeurs. Nous avons vraiment ce problème parce que le directeur sortant, M. Tabet Nana, nous avons eu une réunion avec lui et nous lui avons posé cette question. Mais, monsieur le directeur, qu'est-ce que les revendeurs vraiment bénéficient? Qu'est-ce que les revendeurs ont en retour? Parce que de temps en temps, on voit comment les pêcheurs sont appuyés, dans les amateurs, de temps en temps, on vient appuyer avec le matériel, je ne sais pas où ils achètent, où on leur revend, mais on voit souvent, nous les revendeurs, nous voyons seulement les cérémonies, comment on remet le matériel aux pêcheurs. Nous aussi, nous lui avons demandé que finalement, nous bénéficions de quoi? Est-ce que nous n'avons pas droit à l'appui, hein, à être appuyé par, je veux dire, l'État, ou comment est-ce que je peux même appeler ça? Et il nous a répondu, Madame la Présidente, c'est parce que vous n'êtes pas organisée, on ne peut pas... Et nous avons posé cette question tout à l'heure. Est-ce que vous n'êtes pas victime de l'inorganisation de votre activité? Tantôt j'ai dit oui, mais aujourd'hui nous sommes déjà organisés. Donc nous sommes organisés parce qu'il nous a vraiment remis sur les rails. Donc je pense qu'avec le temps, peut-être nous aussi, nous allons bénéficier. Mais jusqu'ici, je suis dans la pêche, ça fait 15 ans. Je n'ai jamais rien reçu de qui que ce soit. Pas d'appui. Nous fonctionnons comme ça de nous-mêmes. Chacun se bat de son côté comme il peut. Est-ce que vous approchez ces élites pour poser le problème? L'élite, je peux dire, notre élite que nous connaissons, c'est notre directeur. C'est lui qui nous représente. Mais que sauter le directeur pour aller rencontrer peut-être le maire, monsieur le maire, ou alors rencontrer monsieur le préfet, non. Nous avons notre directeur ou alors notre président, parce que nous avons un président. Oui, monsieur Séverin. Lorsque madame dit que les dons reviennent aux pêcheurs, c'est pas comme ça, Saint-Tige. Parce que s'il y a 400 pêcheurs et qu'il y a peut-être
2 pirogues pour les pêcheurs, ça ne représente rien. Donc ne dites pas que les pêcheurs ont parfois les appuis que vous voyez. Au moins, pas ça. Au moins, on vous donne même les deux là. Mais nous, même la simple balance, même la balance, parce que la revendeuse utilise la balance, la cuvette, et quoi encore, peut-être la glacière. Entre la balance et la pirogue qu'on vient de nos pêcheurs, qu'est-ce qui coûte plus cher? C'est la pirogue. Cette pirogue-là peut acheter même 10 balances ou 100 balances. Mais ne serait-ce que une balance là, nous n'avons jamais rien. La balance, c'est pour le poisson. C'est nous qui devons d'abord avoir. Non, excusez-moi. Je dirais que c'est une chaîne de valeur. Vous comprenez, c'est une chaîne de valeur. À l'opinion publique, il faudrait qu'on le sache ici. La pêche va du financier jusqu'au consommateur. Toute cette chaîne de valeur a droit aux bénéfices, soit des élites locales, soit de l'État. Mais ce que madame est en train de dénoncer ici, c'est très grave. C'est très grave, je le dirais ainsi. En tant que président des pêcheurs, le seul don que j'ai vu, il y a cela 2 mois, c'était le projet Agropole. Un projet qui est venu remettre un certain nombre de pirogues aux acteurs de la ville de Kribi. Ça a été départagé de Campo jusqu'à Londji. Il y a des gens qui ont bénéficié. Ce projet est venu d'une manière, je dirais, informelle. Et nous ne souhaitons pas que ce genre de choses arrive. Au démarrage du Barcadère, le ministère de l'élevage avait donné également des appuis. Oui, des appuis, oui, ça on en a vu, mais... Je ne dis pas que c'est le seul. Non, moi je le dis ainsi parce que c'est le seul que je vois peut-être venir à mon niveau. Mais au niveau du Minépia, il y a question de passer par certaines formations. Elle a parlé du directeur sortant, M. Tabet Nana, qui avait posé ce problème au niveau des acteurs de pêche au débarcadère. Il y a une formation à Londji, il faudrait que les gars aient se former. Bon, je vais le dire véritablement, les gars vivent à la gément foutaise au niveau du débarcadère de Mbamanga. Lorsque des projets de ce genre arrivent, ils ne tiennent pas compte de ces offres. On pense que être pêcheur, c'est quelqu'un qui, un matin, va se réveiller, arriver au débarcadère et bénéficier d'un matériel. Moi, je pense que ce n'est pas ça. Il faudrait que mes frères le sachent aujourd'hui. Je le dis ici, c'est clair. Pour bénéficier d'un certain don, il faut être en règle. Il faut soit passer par quelque chose qui vous donne le droit de bénéficier. Madame Amara l'a dit. Je crois que, madame, il y a lieu, lorsqu'il y a des interpellations, des assises, que vous preniez part. Que vous soyez informé de ce qui se passe. Parce que si vous n'êtes pas informé, vous verrez, comme vous dites, les pêcheurs ont bénéficié de 2 pirogues. Ça n'a pas été facile, même à mon niveau. Moi, président, je n'ai pas été informé. C'est pourquoi j'ai parlé de l'informel. J'ai vu un groupe de personnes qui sont ici au débarcadère, commencer à remettre des dons comme ça, je ne sais pas d'où ça sort. On n'a pas l'information exacte au moment opportun. Président, parlez-nous des informations, ne nous parlez pas d'être droit ou quoi que ce soit. C'est un problème d'information. Puisque l'école même que vous êtes en train de dire de Londres, quoi que ce soit, un pêcheur ne peut pas se disposer pour aller à l'école de pêche, tandis qu'il connaît ce que c'est que la pêche. Il fait peut-être 3 mois de tout sans pêcher parce qu'il faut encore rentrer à l'école de ce que tu connais depuis l'enfance. Non, moi, je pense que c'est trop demandé aux pêcheurs. S'il te plaît, Séverin, je voudrais revenir un peu pour mieux m'expliquer. Il est question d'apporter à ce que nous savons déjà comme connaissance un plus. C'est pourquoi aujourd'hui, l'État a mis sur pied les formations de maîtres pêcheurs. Et je vous dis, mes chers frères pêcheurs, vous qui me suivez, maintenant, ce qui arrive demain, personne ne pourra l'arrêter. Parce que le développement, quand il arrive, il n'y a pas homme pour le bloquer. Et je voudrais vous dire, la nouvelle loi nous demande de passer par ces formations. Malgré ce que nous connaissons déjà, si nous ne passons pas par ces formations pour devenir soit maître pêcheur, qui est une qualification, nous ne pourrions pas. Voilà, les pêcheurs le disent d'eux-mêmes. Hein. Le soutien de l'État pour le secteur de la pêche artisanale locale, même s'il est insuffisant, il faut le dire ainsi, a toujours été constant. Au niveau institutionnel, nous avons à Kribi la mission de développement de la pêche artisanale maritime, MIDEPECAM, je crois, qui est installée localement depuis une 30aine d'années. Nous avons l'école des pêcheurs de Londji, qui forme effectivement les maîtres pêcheurs et qui vient en appui à travers le Minépia à ces récipiendaires, à ces diplômés-là. Nous avons le centre de pêche de Mbamanga, le débarcadère, qui est un don de la coopération japonaise. Donc,
sur ce plan-là, l'État a toujours fait des efforts pour accompagner ce secteur. Mais il est question aujourd'hui, n'est-ce pas, qui dit merci en demande, d'apporter davantage, surtout sur le plan opérationnel, de l'opérationnalisation, n'est-ce pas, des pêcheurs. C'est-à-dire que après qu'on ait toutes ces institutions-là, il faut les outiller, ces pêcheurs-là, pour qu'ils puissent épouser les défis qui sont les leurs aujourd'hui. Parce que je suis un peu... j'ai poussé un sourire quand j'ai suivi mon frère dire sur ce plateau qu'il connaissait déjà la pêche. Non, on a toujours besoin de se capaciter, on a toujours besoin de renforcer ses connaissances, d'autant plus que les réalités d'hier, les réalités du secteur d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Les connaissances que vous aviez hier vous permettaient certainement de prendre une pirogue à pagaie et d'aller à quelques brassées, de ramener du poisson. Mais aujourd'hui, vous l'avez vous-même dit, il faut fournir des efforts supplémentaires, il faut aller en eau profonde, il faut aller aux embouchures, et donc on n'a forcément pas les techniques nécessaires pour pêcher dans ces zones-là. Raison pour laquelle il faut aller vers ces centres que l'État met en place pour vous capaciter et pouvoir relever les défis qui sont les vôtres. Ça c'est d'un autre côté, je dois dire que pour accompagner la dame, si l'État appuie déjà du point de vue institutionnel, ce que nous déplorons sur le plan local, c'est l'absence, la quasi-absence des collectivités territoriales décentralisées. J'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que les mairies, quand on parle d'élite administrative et politique, les mairies, il ne s'agit certainement pas, ou il ne s'agit pas uniquement des individus, il s'agit de toutes ces entités organisées qui sont des démembrements de l'État. Voilà, les démembrements de l'État. J'ai posé la question, est-ce que vous avez approché les communes, par exemple, pour que vous puissiez bénéficier, je ne sais pas, des dons ou des matériaux qui vous permettent de travailler? Je ne sais pas. C'était ça le sens de ma question. Madame Amara. Non, monsieur Séverin, nous ne l'avons pas fait parce que sûrement nous on se contentait jusqu'à présent, nous nous contentons de ce que nous avons. Donc on se dit, si on nous apporte, s'il y a un plus, nous allons prendre. Donc aujourd'hui vous êtes en train de me donner une information, c'est-à-dire aller vers les élites et poser le problème. Donc nous avons, et leur poser le problème de l'appui, que nous avons besoin d'être appuyés. Bon, c'est compris, j'ai compris. Je vais le faire prochainement. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de Scène de Presse. Il va nous rester à dire merci à Madame Amara Sintiché. Elle est revendeuse de poissons. Elle fait partie d'une association. C'est une organisation aujourd'hui. Félicitations pour cela. Merci. Nous avons bénéficié de la collaboration également de Faustin Divaï Malobé, qui est président de l'association des pêcheurs du débarcadère de Mbouamanga. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie au nom de tous les pêcheurs du débarcadère de Mbouamanga. Je dis merci à Richard Botetemé, qui est également avec nous. Merci beaucoup, merci monsieur Séverin. Et puis à Landry Tsagadjigui, journaliste à Kribi FM. Merci, cher confrère. Merci bien, et tout en espérant que cette émission va susciter un nouveau départ pour le secteur de la pêche locale. Surtout que l'activité de pêche, la pêche artisanale à Kribi, va pouvoir muter et suivre la vision qui est fixée par le chef de l'État, à savoir qu'il faut que Kribi change de visage. Kribi doit devenir un grand pôle de développement. Nous allons dire merci à toutes les équipes techniques qui nous accompagnent et qui a permis la réalisation de cette émission ici donc à Kribi. Nous allons dire merci à Amadou Baïza et tout le monde qui est derrière les caméras. Merci. Merci à vous qui nous regardez. S'il plaît à Dieu, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour une autre édition.